Bonjour à tous, tout fonctionne. Ravi de vous retrouver en ce jeudi pour un stream sur Twitch. J'allais dire comme d'habitude, même si on change d'horaire d'une fois à l'autre. Mais on est très heureux de vous retrouver. Alors ça, c'est ma community manager qui a un problème de téléphone et qui fait du bruit. D'ailleurs, je n'ai pas coupé moi-même mon téléphone, c'est mal. Ravi de vous retrouver pour ce Twitch ce jeudi. Il y aura encore un Twitch la semaine prochaine et puis après, ce sera les vacances pour tout le monde. Donc on en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors aujourd'hui, on parle avec Thibaut qui se présentera dans un instant et que je remercie d'être présent. On parlera de la sécurité des grands événements sportifs, des grands événements organisés chez nous ou en partenariat avec les différents pays. Donc on parlera Tour de France, on parlera JO, ceux à venir en 2024 et ceux qui se profilent cet été. On parlera aussi de l'Euro parce que tu y étais, Thibaut, jusqu'à peu de temps avec l'équipe de France. Donc tu nous raconteras tout ça. Nous, l'objectif au ministère de l'Intérieur sur les événements sportifs, c'est qu'ils se déroulent en toute sécurité. Et la sécurité des événements sportifs, c'est que le sport soit une fête et reste une fête. Donc ça veut dire sécurité à l'intérieur des stades, sécurité autour de la rencontre, sécurité dans les fan zones ou dans tous les rassemblements publics qui ont lieu sur notre territoire. Éviter aussi les violences, les incivilités, on parlera de tout ça ensemble. Éviter aussi, parce qu'on a déjà connu des fêtes endeuillées, à cause d'événements terroristes ou d'attaques. Donc c'est tous ces risques qui sont pris en compte par les services d'ordre mis en place, par les policiers. Thibaut est policier, il nous parlera de son parcours, et en général par le ministère de l'Intérieur. Alors tu es le patron de la DNLH, la délégation nationale, la division nationale, je te mettais encore plus haut, la division nationale à la lutte contre le hooliganisme, et tu fais bien d'autres choses sur la sécurité des grands événements, mais tu nous en parleras dans un instant. On parlera aussi de tous les partenaires avec lesquels on travaille, qui sont nombreux et qui sont à nos côtés pour comme on dit dans notre jargon, co-construire la sécurité. On n'est pas tout seul au ministère de l'Intérieur pour ce faire, et heureusement. On expliquera aussi tout le travail en amont que cela nécessite, parce qu'il y a l'événement proprement dit, mais c'est souvent des mois de travail, de préparation. Et on vous donnera aussi des conseils pour savoir comment se comporter, s'il y a des actes délinquants, des infractions que l'on constate, comment bien se comporter lors d'un événement sportif. Voilà, c'est de ce sujet dont on parle aujourd'hui tous ensemble. Et merci encore à toi, Thibaut, d'être présent. Donc tu es policier, commissaire de police, chef, patron comme on dit dans la police de cette DNLH. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours et aussi présenter cette unité que tu représentes aujourd'hui? Bien, merci Camille, bonjour à tous. Donc effectivement, Thibaut Delaunay, je suis le commissaire de police chef de la division nationale de lutte contre le hooliganisme. C'est un poste un peu particulier, mais avant ça, j'ai eu une carrière plus classique de policier, parce que j'étais officier de police essentiellement sur une carrière judiciaire. Et puis lorsque je suis devenu commissaire de police, j'ai été en charge de 2 commissariats successivement, à savoir le commissariat de Sèvres dans les Hauts-de-Seine, puis le commissariat de Massy dans l'Essonne, avant de prendre donc ce poste à la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Très rapidement, la division nationale de lutte contre le hooliganisme a en charge de prévenir les violences dans le sport, pas simplement autour du football, même si c'est la grande majorité de notre activité, mais on va viser tous les sports, et pas seulement les sports professionnels, mais aussi tout le spectre du sport amateur, l'idée étant de prévenir tout type de violence autour des événements sportifs. Alors comme je le disais, l'essentiel de notre activité tourne autour du football, parce que malheureusement, c'est autour du football que les faits de violence sont les plus importants, mais nous avons une compétence qui est bien plus large que celle-là. Alors pour tout vous dire, on avait prévu aujourd'hui de tout un matériel un peu technique et une connexion un peu spécifique pour être avec toi, parce que tu aurais dû être à Saint-Pétersbourg, parce que tu as accompagné, mais tu nous en parleras pour l'Euro 2020 qui se tient donc cette année. Tu as accompagné l'équipe de France dans ces matchs, et donc tu n'es pas aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, malheureusement. Ça s'est arrêté un peu trop vite à notre goût, à tous. À mon grand désespoir, je suis revenu à Paris. J'étais parti depuis le 13 juin, puisque j'étais parti un petit peu avant le premier match de l'équipe de France. D'abord à Munich, puis à Budapest et à Bucarest.
où notre parcours s'est arrêté contre la valeureuse équipe suisse. Donc je suis de retour à Paris. On aurait dû faire ce live depuis Saint-Pétersbourg, mais c'est avec plaisir que je suis à tes côtés aujourd'hui. Et c'est très gentil à toi, et on remettra ça une prochaine fois. J'ose pas dire dans 4 ans, avant tout ça, on va le refaire. Alors, sur la lutte contre le hooliganisme, c'est quoi vraiment l'objectif et le cœur de métier de cette division, et comment vous travaillez avec vos partenaires? On a aussi quelqu'un dans le stream qui nous demande depuis quand ça date, depuis quand en fait en France on s'intéresse au hooliganisme et comment ça a évolué ces dernières années? Alors le hooliganisme en France et tout ce qui est violence autour essentiellement du football, comme je l'ai déjà indiqué, on a commencé à en prendre conscience à la fin des années 80, au même titre que toute l'Europe finalement, après les événements du Heysel en finale de la Coupe des clubs champions à l'époque. Alors, on a beaucoup de jeunes. Est-ce que tu peux expliquer le drame du Heysel? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse. Le drame du Heysel, c'était une finale de Coupe des clubs champions qui se déroulait à Bruxelles, dans le stade du Heysel, qui opposait l'équipe italienne de la Juventus de Turin et l'équipe anglaise de Liverpool. Et à l'occasion de ce match, des hooligans anglais, donc supporters du club de Liverpool, ont commis des violences sur les supporters italiens. S'en est suivi un mouvement de foule dans les tribunes et les stades étaient configurés à l'époque avec des barrières et des murets qui empêchaient de venir sur la pelouse pour s'échapper. Et ce qui fait que les supporters italiens se sont retrouvés écrasés contre les grilles et contre les barrières. Et malheureusement, ce drame a fait 39 morts. Donc ça a été plusieurs centaines de blessés plusieurs aussi. centaines ça a été un drame absolu. De blessés, tout à fait. Et puis s'en sont suivis 2 autres événements majeurs en Angleterre, sur le territoire anglais, à l'occasion de matchs du championnat d'Angleterre. Et donc, à partir de ce moment-là, toute l'Europe s'est réveillée et s'est dit, il y a un vrai sujet autour du hooliganisme. La France a été un petit peu moins touchée au départ et donc a mis un petit peu plus de temps à réagir, mais les premières lois qui visent à lutter contre les violences dans les stades datent de 1993. C'est la loi qu'on appelle la loi Alliot-Marie, du nom de la ministre de l'époque, et qui faisait suite à des événements qui avaient eu lieu au Parc des Princes, des violences en marge d'un match de championnat où des CRS avaient dû pénétrer dans une des tribunes du Parc des Princes et un des CRS avait été violemment frappé par les supporters qui étaient présents dans la tribune, supporters si on peut les appeler ainsi. S'en est suivi une évolution législative. Malheureusement, au cœur des années 2000, 2 drames successifs se sont succédés effectivement, toujours autour du Parc des Princes, malheureusement pour le club parisien, et qui ont conduit à la mort de 2 supporters, l'un en 2006, l'autre en 2009. Et après ce deuxième décès, les pouvoirs publics ont décidé de la création d'une division spécifiquement dédiée à cette thématique, qui est la lutte contre le hooliganisme et plus généralement la lutte contre les violences dans le sport. Donc toi, si je résume, tu es l'expert du ministère de l'Intérieur sur ces questions et tu es aussi le point d'entrée pour aller discuter avec les clubs, avec les ligues de supporters, les associations. Et c'est toi qui prépares tout ça avec les préfets. Alors là, on parle beaucoup de la préfecture de police et du Paris Saint-Germain. je vais y arriver. Et du Parc des Princes, mais tu fais ça dans tous les départements au gré des matchs de foot, c'est ça? Alors, comme son nom l'indique, la division est nationale. Effectivement, la création a pour genèse les événements autour du Parc des Princes, mais la division a une compétence sur l'ensemble du territoire et nous luttons contre les violences dans le sport sur l'ensemble du territoire. Notre action, elle est d'anticiper les risques et d'anticiper les éventuelles violences ou les éventuels événements qui pourraient se produire en marge des matchs par une évaluation des risques avant les matchs. Donc ça demande un gros travail d'analyse, un travail de concertation, de renseignement finalement. De renseignement pour cette partie. Donc comme tu le disais, en partenariat d'une part avec nos collègues territoriaux. La division nationale est implantée, les bureaux sont implantés à Paris, mais on s'appuie sur un réseau de correspondants locaux sur l'ensemble du territoire. Nous avons des correspondants policiers dans chacun des départements. Nous avons en moyenne 1 à 2 correspondants par département qui sont nos relais locaux. Et puis nous travaillons en partenariat
avec les directions départementales police de chaque département, les préfectures de chaque département, et évidemment la Ligue de football professionnel, la Fédération française de football. Mais je tiens encore à répéter que nous ne traitons pas que du football, nous traitons de tous les sports, puisque malheureusement la violence ne touche pas que le football, même si c'est la majorité des cas autour du football. Alors, on a 2 questions intéressantes dans le stream Twitch, et puis on a aussi ouvert une boîte à questions sur Instagram, donc ça se peut qu'on vienne aussi répondre à certaines questions sur Instagram. Quelqu'un qui nous dit les ultras, il y en a encore dans les stades. Alors, comment ça se passe? Est-ce que, à partir de quel niveau? Moi, j'ai déjà entendu parler des interdits de stade. On peut bannir un certain nombre de personnes des stades. Comment ça se passe? Et quand c'est qu'on admet des supporters, à quel niveau on admet les choses, et à partir de quand on interdit à des personnes de rejoindre la rencontre sportive, en fait? Alors, je reprends la question, puisque la question dit les ultras sont encore dans les stades. Déjà, j'aimerais tout de suite faire mettre une première explication. Le nom de la division, c'est la lutte contre le hooliganisme. Pour autant, le phénomène hooligan en France est un phénomène résiduel. Ce qu'on appelle un hooligan. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En revanche, nous avons beaucoup d'ultras. On a plutôt une mouvance ultra en France qu'une mouvance hooligan. Pour différencier les deux, la mouvance hooligan est vraiment tournée vers la violence. Les hooligans ont pour but de commettre des violences et de se battre, très clairement. À la limite, ne s'intéressent même pas au match. Le football n'est qu'un prétexte et que le lieu de rencontre entre les groupes hooligans. En revanche, le supporter ultra a une vraie passion pour le football. Il peut parfois commettre des actes violents et se livrer à des faits de violence ou à des délits, mais le supporter ultra et la mouvance ultra est régie par des codes qui sont des codes vestimentaires aux couleurs de leur club, des chants, la confection de tifos. C'est des supporters hyper fervents, on va dire. C'est des supporters passionnés, et des fois la passion les emporte un petit peu trop loin et entraîne des débordements. Après, comme tu le disais, il y a différents un arsenal juridique qui est à notre disposition pour endiguer ces phénomènes de violence, et tu parlais notamment des interdictions de stade. Nous avons donc d'abord une première interdiction qui a été édictée par une loi de 2006, qui est l'interdiction judiciaire de stade. Donc quand un supporter se livre à un délit commis à l'occasion d'une manifestation sportive, que ce soit dans le stade ou aux abords du stade, il est poursuivi par la justice, il est condamné par la justice, et il peut se voir octroyer une peine complémentaire, en plus de sa peine et de sa condamnation, une peine complémentaire d'interdiction de stade. Ça, c'est le juge qui décide. Ça, c'est le juge judiciaire qui décide. Une interdiction de stade qui peut aller jusqu'à 5 ans maximum. Donc c'est déjà une interdiction assez importante. À cela, puisque cette disposition n'était pas suffisante, à cela, nous avons ajouté, en tout cas la loi a ajouté, les interdictions dites administratives de stade, qui sont là pour le coup de la responsabilité des préfets, et qui ont un caractère préventif. C'est pas une sanction, c'est pas une c'est pour punition, éviter des infractions, pour éviter des violences. Et donc là, l'interdiction administrative de stade, elle va concerner des supporters qui, par leur comportement général, sont susceptibles de commettre des troubles à leur public. Et donc si, par ce comportement général qui est constaté à l'occasion des rencontres, on estime que cet individu doit être interdit d'entrer dans un stade, le préfet peut prendre à son encontre une interdiction préventive de stade, et donc qui n'est pas de la même durée que l'interdiction judiciaire, puisqu'elle peut être de 24 mois maximum en cas de récidive. Pour un primo, entre guillemets, pour une première interdiction, elle sera limitée à maximum 12 mois. Généralement, les interdictions commencent par quelques mois. Alors, il y a quelqu'un dans le stream, à juste titre, qui dit « Mais si on chasse ces gens-là des stades, ils vont se retrouver ailleurs, sur les parkings par exemple, et commettre d'autres délits. » Donc, quelle est notre stratégie par rapport à ça pour accueillir les interdits de stade ailleurs? Est-ce que ça, on le travaille avec nos liens avec les groupes de supporters? C'est des choses qu'on évoque? Alors, déjà, les interdits de stade, au moment du match, généralement, ils sont astreints à aller au commissariat local
pour pointer, entre guillemets, alors soit dans pour le être cadre sûr qu'ils sont pas au stade. un contrôle judiciaire pour les interdictions judiciaires et un contrôle administratif, un pointage administratif pour être sûr qu'ils ne sont pas au stade au moment des faits. Et ça, c'est un bon argument. Ça, c'est un bon argument pour s'assurer qu'ils ne sont pas ailleurs. Après, évidemment, encore une fois, la question est, s'ils sont chassés du stade, ils se retrouveront sur des parkings pour se battre. Encore une fois, la violence, elle concerne plus particulièrement les hooligans. Les ultras ne sont pas par essence des supporters qui recherchent la violence. Ils peuvent commettre des violences, mais c'est à l'occasion du match. S'ils sont privés du match, ils ne vont pas aller chercher la violence pour chercher la violence. Je précise qu'il y a une troisième disposition qui a été mise en place, qui là est à la main des clubs, puisque les clubs ont à leur main un troisième type, entre guillemets, d'interdiction de stade, puisqu'on va appeler ça communément les interdictions commerciales de stade. En fait, un supporter qui on leur vend pas de billets, c'est ça ? Voilà, un supporter qui ne respecterait pas les conditions générales de vente ou le règlement intérieur du stade peut se voir refuser la vente de son abonnement, peut se voir retirer son abonnement en cours de saison, ou peut se voir refuser l'achat d'un ticket unique par le club si le club estime que ce supporter ne répond pas aux conditions on est d'entrée quand dans le même stade. Pas mal d'acteurs à essayer d'endiguer cette violence, parce que tu disais, il y a le préfet, c'est souvent le responsable, on en reparlera sur d'autres sports, c'est le responsable au niveau territorial, il y a le juge judiciaire qui peut décider, il y a aussi les clubs et tous ceux qui vendent les tickets qui regardent cela de près. Donc voilà, je pense qu'on peut dire qu'il y a une démarche vraiment collective en fait pour éviter tous les débordements, parce que tout le monde a envie de faire la fête, a envie d'avoir sa rencontre sportive, et quelque part la violence ça éclipse tout ça et ça nous empêche de profiter, et notamment les supporters qui ont envie de faire en sorte de soutenir leur équipe, ça empêche finalement que tout ça se déroule correctement. Tout à fait, d'autant que, encore une fois, notre objectif est que ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité pour l'ensemble du public. Alors nous, évidemment, notre sujet, c'est de plus particulièrement nous intéresser aux supporters violents, mais avec un objectif qui est beaucoup plus général, qui est d'assurer la sécurité de l'ensemble des supporters, que ce soit les supporters classiques ou les spectateurs tout simplement traditionnels qui vont au stade comme ils vont voir un spectacle. Et il serait quand même inadmissible que des gens se retrouvent avec des enfants mêlés dans une espèce de guérilla autour d'un stade de foot. Et c'est des images qu'on ne veut pas voir. Mais l'objectif, c'est aussi et surtout que les supporters puissent assister à ces matchs de foot, puissent se déplacer dans le cadre de déplacements de supporters sur des terrains adverses. L'objectif n'est pas du tout d'interdire les supporters d'aller dans les stades. Alors on a plusieurs commentaires. Alors la fiesta s'est faite en espagnol, certes. Je suis d'accord. Merci. La violence ne résout rien. Tu as raison. Complètement d'accord. Il y a une question que je ne comprends pas complètement, mais peut-être tu la comprendras. Je pense qu'il faudrait développer des véhicules de minimum 5000 places pour déloger les chacals des stades. Non, pas plus que moi. Non, pas On plus. a essayé. Si tu peux reformuler ta question, c'est pas hyper clair. En tout cas, moi qui ne connais pas très bien ce domaine, ça ne me parle pas. Une bonne question que je reformule en revanche dans le chat, c'est pourquoi on parle beaucoup du foot ? À ton avis, est-ce que il y a des raisons pour lesquelles ces ultras ou ces violences autour du foot sont importantes, alors que dans d'autres sports, il y en a moins. Je sais que, par exemple, vous travaillez aussi, par exemple, sur le rugby, où il peut y avoir des événements de ce type. Est-ce que tu attribues, de ton expérience, tu sais ou tu conçois pourquoi le foot, il y a un peu plus de violence que dans les autres sports ? C'est vrai, c'est un constat. C'est un constat, et encore une fois... Même s'il ne faut pas stigmatiser une fois de plus, mais c'est aussi important d'en parler. C'est ce que je disais en préambule, même si la division a vocation à s'intéresser à tous les sports, le foot représente la très large majorité de notre activité. L'expliquer, c'est assez difficile. Néanmoins, le foot est le sport le plus populaire par essence à travers le monde. Il est très facile à pratiquer et il développe autour de lui un engouement qui est sans commune mesure avec les autres sports. Et c'est aussi pour ça que nous constatons ce type de déviance. Le stade est un petit peu la représentation de la société et c'est pour ça qu'on a des comportements déviants comme on peut en avoir dans la société. Les autres sports sont moins touchés. Le foot par tout l'argent qui est généré autour, etc.,
attire beaucoup plus de public. Donc c'est sûrement l'une des explications. Il y en a sûrement d'autres. Pour le coup, des sociologues émérites ont largement écrit sur le sujet, et je vous invite à... Bon, faut aller lire des livres, voilà, de sociologues, faut les trouver et faut aller les lire. C'est le conseil du jour, pour bien comprendre aussi ce phénomène et pourquoi le foot, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu être écrites à ce sujet. Toi, t'étais un footeux, t'aimais cette matière-là ou tu t'y es mis? Comment ça s'est passé en fait? Pourquoi t'as choisi de travailler dans ce domaine du sport? Il y a assez peu finalement de policiers, de commissaires de police qui travaillent dans ce domaine-là. Alors oui, j'aime le foot, même si ce n'était pas un prérequis pour intégrer cette division. J'aime le foot. C'est plus facile d'intégrer ce type de service en ayant déjà des connaissances du sujet, puisque ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire, en termes de compréhension de tout cet engouement dont je parlais, de toute cette ferveur qu'il peut y avoir autour du foot, si on n'aime pas ça, si on ne comprend pas ce qu'est un supporter, c'est un petit peu difficile de travailler dans ce domaine. Après, la carrière d'un commissaire de police est faite de changements, mais de chances aussi qui se présentent. Ça en a été une pour moi. Et c'est un sujet qui me plaisait. C'est, encore une fois, on disait que le travail de la DNLH a une partie de travail de renseignement, mais elle a aussi une grosse partie de son travail qui est de faire du conseil en ordre public à destination des directeurs de police départementaux. Et je trouvais très intéressant d'essayer de faire évoluer les services d'ordre autour des stades, puisqu'on gère les services d'ordre peut-être d'une manière qui pourrait encore évoluer. Une manifestation sportive n'est pas une manifestation sociale, et il y a sûrement des techniques qui peuvent être adaptées spécifiquement aux événements sportifs, et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, et c'est pour ça que j'étais très intéressé par la matière. Alors on a plusieurs questions, allez, on les prend dans l'ordre. Quelqu'un qui nous dit, est-ce que les préfectures sont pas des fois déconnectées dans justement les interdictions préventives de stade, ce que tu expliquais tout à l'heure? Comment, je ne sais pas si tu sais nous répondre, parce que toi tu es côté police, mais est-ce que tu sais comment les préfets décident sur la base de quelles informations, quels renseignements? Comment ça se fait ce travail préventif finalement, qui est des fois contesté, mais vous savez, c'est contesté comme tous les actes de police administrative finalement. Chaque fois que c'est préventif et pas judiciaire, c'est davantage contesté. Mais il y a des tribunaux aussi qui permettent de régler tout cela. Tout à fait. Alors, les préfectures sont absolument pas déconnectées, comme ça a pu être indiqué sur la question, et ce pour une raison très simple, c'est que les préfectures s'appuient sur les rapports de police. C'est les rapports de police qui vont solliciter par leur argumentation, solliciter une prise d'interdiction administrative de stade par le préfet. Donc c'est à la demande de la police, sur la base de renseignements ou de judiciaire, sur la base du renseignement, du judiciaire, d'événements qui se sont déroulés autour de matchs. Des photos, on a aussi des fois puisque, comme je vous le disais, pour les interdictions administratives, c'est un comportement d'ensemble ou un fait grave qui laisse à penser que cet individu pourrait causer des troubles à l'ordre public à l'avenir. Donc, c'est important que ce soit les policiers qui fassent remonter ces infos à la préfecture, et la préfecture, après avoir pris en connaissance de ces rapports de police, interroge la Division nationale de lutte contre le hooliganisme pour avoir son avis. C'est aussi une de nos prérogatives. C'est une mission de conseil envers les préfectures, de conseil juridique pour la prise de ces arrêtés, que ce soit les arrêtés d'interdiction de stade ou les arrêtés qui encadrent les déplacements de supporters à l'extérieur. Donc la DNLH est interrogée et donne son expertise et son analyse technique sur l'argumentation qui a été proposée, afin de savoir si l'interdiction semble justifiée ou non. Le préfet, après, en son âme et conscience, prend sa décision. C'est lui, in fine, qui prend la décision. Comme tu le disais, toute décision de police administrative est attaquable en justice devant les tribunaux administratifs. Elles le sont régulièrement, des fois avec un résultat positif pour la personne qui fait son recours. Des fois, et c'est très bien comme ça, en démocratie, de pouvoir contester les décisions et qu'il y ait des tribunaux qui décident de tout ça. Alors, on a quelqu'un qui nous dit, mais je crois que tu l'as un petit peu abordé, que finalement, les violences sont de plus en plus rares dans le football. C'est un peu ce que tu disais, on a
de moins en moins de hooligans, mais malgré tout des ultras, et vous restez... T'arrives à les quantifier sur le volume comme ça? On reste très vigilant. Effectivement, la violence autour des stades tend à diminuer. Le nombre d'interpellations tend à diminuer autour des... Je ne parle évidemment pas de la dernière année, puisque malheureusement les stades sont restés vides, même s'il y a eu des événements autour des stades, mais dans les stades sont restés vides pendant toute la dernière saison. Mais la violence tend à diminuer. Il n'en reste pas moins qu'il faut rester très vigilant, mais si elle diminue, c'est surtout parce qu'on fait un gros travail de préparation en amont avec les préfectures, avec la police locale, avec les clubs. Chaque club a eu l'obligation depuis une loi de 2016 de désigner dans son organigramme un référent supporter qui a cette fonction unique de faire le lien entre le club et les groupes de supporters. Donc pour nous, police, c'est un point d'entrée qui est essentiel, puisque nous sommes en contact régulier avec ce référent supporter. Et puis, nous sommes aussi en contact directement avec les groupes de supporters. Et tout ce dialogue qui est mis en place participe à faire baisser la violence autour des stades. À cela, j'ajoute l'instance nationale du supporterisme qui a été créée en 2016 sous l'égide du ministère des Sports et qui regroupe en son sein tous les acteurs, encore une fois les supporters, les pouvoirs publics, les fédérations sportives, et c'est plus on mettra les gens autour de la table, plus on arrivera à faire baisser la tension et à faire baisser la violence. Les gens ne se comprenaient pas vraiment, et j'ai l'impression qu'ils se comprennent de mieux en mieux, et ça va dans le bon sens. Et ben, c'est une bonne chose. Alors moi, j'avais aussi en tête que sur les matchs les plus compliqués, les derbies, ou quand il y a des rencontres internationales importantes, il y a des policiers qui sont physionomistes, qui connaissent les individus possiblement qui sont à risque. Ça existe encore, ça, ou c'était il y a plusieurs années? Je ne sais pas si mes connaissances sont à jour. Non, tes connaissances sont parfaitement à jour. Effectivement, on appelle ça des spotters. Des spotters. Les spotters sont des policiers physionomistes qui sont là pour détecter les individus à risque, détecter les comportements potentiellement violents ou déviants, et ainsi orienter le chef du service d'ordre qui va pouvoir mettre en place son dispositif pour prévenir tout acte de violence. L'idée n'est pas de... Il dit ranger C, siège 12, on a un problème, chef? Alors, comme ça? C'est plutôt à l'extérieur du stade qu'on va déjà commencer le travail. D'accord. Et c'est même un travail qui se fait en amont, à longueur de journée, de semaine, il y a un travail préparatoire qui est fait. Et puis le jour du match, à l'extérieur du stade, on va aussi avoir ce travail de policiers physionomistes. Dans le stade également, la plupart des stades modernes sont équipés de systèmes vidéo de très grande qualité qui permettent au sein même d'une tribune d'isoler un individu précisément. Donc c'est devenu maintenant assez simple. Et des fois, on n'intervient pas tout de suite? On n'intervient pas forcément tout de suite dans la tribune, pour des raisons parfois de sécurité, pour des raisons parce que les faits ne le nécessitent pas forcément non plus, et on va parfois privilégier une intervention en sortie de match ou à la mi-temps, ou quand on estimera que le moment est venu, ou même peut-être une reconvocation dans les jours qui vont suivre au commissariat local. Mais ces spotters et ces policiers physionomistes, c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui fonctionne à travers toute l'Europe, puisqu'on va projeter ces policiers physionomistes. Alors en France, à l'occasion des matchs de championnat national, puisque dès qu'un club va se déplacer et que les supporters d'un club vont se déplacer, les policiers physionomistes de cette ville vont se déplacer avec, pour aller donner des informations à la police où va se dérouler le match. Et puis au niveau européen, on va avoir le même dispositif. Si, je ne sais pas, je vais donner un exemple, si Lyon joue en Coupe d'Europe et va jouer en Allemagne, des policiers français vont suivre les supporters lyonnais jusqu'en Allemagne pour aider la police allemande à repérer les potentiels supporters à risque. Et bien ça, c'est super intéressant. Moi, si j'étais encore sur le terrain, je crois que ça me plairait d'être spotter et d'aller dans les autres pays pour aider mes collègues. Il doit falloir parler anglais. Il faut parler anglais. Alors, on a des questions justement sur est-ce qu'on s'occupe seulement des événements sportifs? Je pense que c'est par rapport aussi aux manifestations, aux événements culturels, ça tu vas pouvoir répondre.
Et on travaille sur le foot, sur le rugby. Et est-ce qu'on gère aussi d'autres événements comme le Tour de France? Alors, peut-être tu peux répondre aux deux. Et je sais que sur le Tour de France, peut-être je répondrai moi, comme tu veux. Alors, pour ce qui me concerne, je ne traite que des événements sportifs. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est Du événements culturel, des culturels. cabarets, les vieilles charrues, Voilà. tout ça, c'est Tout pas ça, toi. c'est pas moi. Faut pas tout faire. Tout ce qui est manifestation sociétale, ce n'est pas moi non plus. Moi, je m'occupe vraiment que des événements sportifs. Pour ce qui est des autres sports, oui, le foot, comme je l'ai dit, oui, le rugby, mais pas que. On peut avoir des sujets autour. Alors, c'est souvent, essentiellement sur les sports collectifs, mais on peut avoir des sujets sur le hockey sur glace, sur le handball, notamment. Alors, pas vraiment sur les compétitions internes françaises, plutôt sur les compétitions européennes où on peut avoir des supporters à risque, notamment venant de clubs de pays de l'Est qui peuvent venir sur le territoire français et on va mettre en place le même dispositif. On est très vigilant sur tous ces sports. On s'occupe également du sport amateur, encore une fois essentiellement sur le foot, mais on suit aussi tout ce qui est club omnisport, entre guillemets, puisque de plus en plus de clubs se structurent avec des clubs qui sont sur le foot, mais qui en même temps ont une entité basket, une entité handball, une entité foot féminin. Et on voit de plus en plus de groupes de supporters qui vont suivre toutes les équipes du club, quelle que soit la discipline. Et donc, on doit être attentif à ça aussi, puisque les supporters potentiellement violents pourraient, si le foot devient trop sécurisé et qu'on les empêche de s'adonner à leur soif de violence parfois, ils pourraient se retourner vers d'autres disciplines où les services d'ordre sont peut-être un petit peu moins importants. Et donc, il faut qu'on soit vigilant pour ne pas les voir venir, entre guillemets, pourrir d'autres sports ou d'autres disciplines. J'ai une question un peu féministe. Des hooligans féminines, il n'y en a pas. C'est un truc d'homme, cette violence dans les stades. On a des supportrices qui sont très véhémentes, mais dans la très très grande majorité, ça concerne des hommes. On est bien d'accord, et c'est ce que je pensais. Et donc pour le Tour de France, je ne m'occupe pas de la sécurisation du Tour de France. C'est un dispositif spécial pour le Tour de France, mais je te laisse la main. Ouais, moi j'ai la réponse sur le Tour de France. T'en charge. Parce que je ne sais pas si vous êtes sur les autres réseaux sociaux, Instagram notamment ou Twitter, mais sur le Tour de France, il y a pas mal de services, police et gendarmerie qui sont imbriqués et c'est sous l'autorité de la préfectorale, donc des différents préfets dans les départements où passe le Tour, qui mettent en place un service d'ordre. Par exemple, il y a le GIGN qui va sécuriser les escortes de coureurs. Il y a les CRS et des gendarmes mobiles aussi qui sécurisent les fan zones, etc. Donc, il y a plein de services de police et de gendarmerie qui sont impliqués. Et je crois qu'il y a une trentaine de départements au total. Donc, tout ça se passe à chaque fois sous l'autorité du préfet de département. Et il y a aussi un membre du corps préfectoral qui assure la cohérence de tout cela. Donc, je crois que c'est le 3e événement sportif mondial, donc c'est un truc énorme, c'est extrêmement suivi à la télé, même à l'étranger, pas que les Français. Il y a plus en moyenne de 10 millions de spectateurs qui se déplacent sur le Tour, donc c'est vraiment un événement majeur. C'est des choses qui sont assez différentes parce qu'on va avec sa famille à un endroit, il n'y a pas forcément de gros regroupements de personnes, donc les dispositifs sont assez différents et c'est reproduit chaque année, donc on travaille beaucoup avec l'organisateur. Donc voilà, ça c'est vraiment partagé pour le Tour de France pour répondre à ta question, Pozieg, que tu as posée tout à l'heure. Une question technique, comment se fait que la gendarmerie et la police soient aux ordres d'une société privée à but lucratif? Donc non, c'est pas comme ça que ça marche, mais peut-être tu veux répondre sur peut-être les responsabilités de chacun à l'intérieur et à l'extérieur du foot. C'est beaucoup plus complexe que ta question, mais qui est extrêmement bonne, et donc on est ravis d'y répondre. Alors effectivement, un événement sportif, quel qu'il soit, reste à la charge de l'organisateur. C'est l'organisateur qui est chargé de la sécurité de cet événement sportif dans le stade et aux abords immédiats du stade. Maintenant, si pour des raisons que nous avons évaluées, il y a des risques qui sont identifiés autour de ces événements, la police va mettre en place un dispositif spécifique de service d'ordre, mais qui sera ce qu'on appelle un service d'ordre payant,
que l'on va négocier, donc sous l'égide du préfet, il va y avoir une négociation, un tarif fixé en fonction des forces qui vont être engagées, et le club en question, puisque souvent c'est les clubs de foot qui vont être chargés de régler la note, le club en question va payer pour la mise en place de ce service d'ordre. Les forces de police n'ont pas vocation, normalement, à rentrer dans le stade. Leur place est à l'extérieur du stade pour sécuriser tous les abords du stade. Sauf en cas de trouble grave. Et sur réquisition de l'organisateur, donc du club qui reçoit, on va être amené à rentrer dans le stade pour venir rétablir l'ordre public si l'organisateur n'a pas été en mesure de le rétablir lui-même. Vous voyez tous dans les stades qu'il y a un nombre très important de stadiers, avec des chasubles de couleur souvent orange ou jaune. Ce sont des stadiers de sociétés privées de sécurité qui sont mis en place par le club. Si ces stadiers ne sont plus en mesure d'assurer la sécurité à l'intérieur du stade, dans ce cas-là, la police va se substituer à eux et rentrer dans le stade, mais la place de la police est essentiellement à l'extérieur du stade, et encore une fois, ce service reste un service payant à la charge de l'organisateur. Donc voilà, pour répondre à ta question technique, mais à laquelle Thibaut a parfaitement su répondre. J'espère, Holz 5454, que ça te répond. Moi, je dirais aussi, de manière plus générale, que notre rôle, nous, les forces de l'ordre et au ministère de l'Intérieur en général, c'est aussi de permettre aux Français, de s'exprimer, de faire la fête, de participer à des événements. Et donc, c'est aussi ça, ce à quoi on sert, et on est fiers de servir à cela. Et effectivement, on est là pour éviter les débordements. Après, c'est la responsabilité des organisateurs, mais des fois, c'est bien normal, on est là pour leur donner un coup de main, parce qu'on a tous envie que notre société, elle vive, et elle s'extasie, elle se passionne pour un certain nombre d'événements, et le sport en fait clairement partie. Donc voilà, dans notre ADN, j'allais dire, et dans notre conception de tout cela, on a envie qu'il y ait des manifestations culturelles, sportives, revendicatives aussi, parce que ça fait partie de la démocratie et de la société telle qu'on l'aime. Donc voilà, pour prendre un petit peu de hauteur et élargir un tout petit peu le débat, mais qui est très intéressant. Alors, on le disait tout à l'heure, tu rentres un peu prématurément de l'euro. Un peu trop. Cet euro 2020 qui se tient en 2021, mais qui nous a passionnés, pas assez longtemps à notre goût. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Quel a été votre travail? Parce que c'était inédit, il y avait plusieurs villes partout en Europe, donc c'était une organisation, j'allais dire, plus complexe pour ce 60e anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait en préparation? Qu'est-ce que tu as vécu? Je ne sais pas si tu as une anecdote, si tu as quelque chose que tu as envie de nous expliquer. Si vous avez des questions pour le commissaire qui rentre de sa mission sur l'Euro 2020, qu'est-ce que tu en ressors comme ça quelques jours après votre retour? Oui, alors on a eu le bonheur de participer à cette mission d'encadrement de l'euro. Effectivement, euro inédit, puisque se déroulant dans 10 pays différents et 11 villes différentes. C'était un casse-tête en termes d'organisation. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le déploiement de spotters, puisqu'en fait c'est un peu dans le même cadre que ça s'inscrit, puisque les villes qui recevaient l'équipe de France ont sollicité la police française pour qu'elle envoie dans ces villes des spotters pour pouvoir encadrer les supporters français qui allaient se déplacer également dans ces villes. Alors la mission Euro, elle se décline en deux parties, très schématiquement. On a une partie qui est fixe, entre guillemets, qui est au centre de coopération de police internationale. Donc c'est un centre où sont réunis des policiers de tous les pays participant à l'Euro et tous les pays qui recevaient des matchs de l'Euro. Ça faisait du monde. Normalement, ça se passe dans le pays organisateur. Comme cette année, c'était dans plusieurs pays. Ce centre de coopération de police avait été installé à La Haye, donc aux Pays-Bas, dans les locaux d'Europol, qui nous a accueillis pour l'occasion. Donc il y avait 2 policiers français qui, pendant tout l'Euro, étaient là-bas pour faire l'échange d'informations avec l'ensemble des autres nations participantes. Et puis la mission mobile qui était, elle, sur le terrain, et donc qui s'est déplacée en fonction des matchs de l'équipe de France pour accompagner les supporters français. Alors, pour détecter, comme il est de notre travail, détecter potentiellement les supporters à risque français
qui seraient déplacés sur ces matchs, mais plus généralement parce que la très très grande majorité des supporters qui suivent l'équipe nationale sont des supporters qui ont un état d'esprit irréprochable, qui sont vraiment des supporters traditionnels, plutôt un public familial, avec une envie de faire la fête, une envie d'accompagner l'équipe et de soutenir l'équipe dans un très bon état d'esprit, encore une fois. Et donc notre travail dans ces cas-là, puisque le volet détection reste très faible, notre travail est plutôt de les accompagner, d'assurer leur sécurité. Donc en lien avec les autorités locales, on va s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations délicates, dans des situations où ils pourraient être confrontés à des supporters locaux violents, puisque ça existe, qu'ils ne se retrouvent pas dans des secteurs de la ville qui pourraient potentiellement s'avérer dangereux pour eux, et on va les accompagner dans les actions de supporters qu'ils pourraient avoir envie de mener. On a eu, vous l'avez peut-être vu sur les médias nationaux, on a eu des fan walks qui ont été organisés. Donc, les fan walks, c'est des cortèges. Fan walk. Walk. Ah oui, qui marche, quoi. Qui marche. Ah, des cortèges, voilà. Des cortèges. Parce que moi, je pensais walk, non. c'est pour faire les passes. Des cortèges de supporters qui vont pendant 1, 2, 3 kilomètres marcher jusqu'au stade. Tout ça, évidemment, ça s'organise en amont avec les pouvoirs publics locaux, puisque ça nécessite de couper la circulation des rues, de s'assurer qu'ils ne vont pas être infiltrés par des supporters à risque étrangers, de s'assurer que tout va se passer dans de bonnes conditions, de s'assurer, on parlait du risque terroriste, la France ne sait que trop à quel point ce risque est important, et sur des gros cortèges de piétons, on a toujours le risque d'un véhicule qui viendrait percuter les piétons qui se dirigent vers le stade. Donc on accompagne comme ça ces supporters dans l'organisation de ces cortèges, et on a eu le bonheur d'en organiser 3, et dont un sur le deuxième match à Budapest contre le Portugal, qui a pu réunir plus de 2000 supporters français. Et c'était un moment très, très festif, où vraiment on a passé un super moment. 2000 supporters français, sauf 3 qui n'ont pas été dans la bonne ville. Sauf 6, je crois, même ils étaient 6 qui se sont retrouvés à Bucarest au lieu de Budapest. Je sais pas si vous avez vu, il y en a qui ont confondu Bucarest et Budapest. Voilà. Tout à fait. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc plus de 2000 supporters sur les 7000 Français qui étaient présents pour ce match à Budapest. Il y en a 2000 qui ont participé à ce cortège, ce qui était quand même important, avec encore une fois, toutes les conditions de sécurité qui doivent être réunies. On avait, pour le premier cortège contre la Hongrie, dans le match contre la Hongrie, on avait la difficulté que les Hongrois faisaient eux-mêmes un cortège, donc il ne fallait pas que les cortèges se télescopent, que les cortèges se croisent, partir à des horaires décalés. Enfin, tout ça, c'est une organisation qui se fait avec les autorités locales, et c'est mon rôle de faire l'interface entre les autorités locales et les supporters français pour que tout soit organisé dans de bonnes conditions. Alors, on a une question qui nous arrive sur Instagram parce qu'on est interconnectés. On a ouvert aussi la boîte à questions Instagram. Pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est Porte-Parole Amy le compte. N'hésitez pas à vous connecter aussi sur Instagram. On fait d'autres événements, d'autres lives, etc. Donc, sur Instagram, on a quelqu'un qui nous dit, finalement, c'est quoi le plus difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile à sécuriser pour vous? Quel est pour toi le point finalement le plus dur à maîtriser sur ce type d'événement? C'est difficile comme question, je suis d'accord. C'est difficile. Et est-ce qu'on parle de l'euro? En fait, la question, c'est est-ce qu'on parle de l'euro? Je pense que c'est un peu plus général. Le plus difficile à sécuriser, si on parle d'une manière générale, sur les compétitions, on va dire les compétitions classiques, c'est les cortèges de supporters visiteurs. C'est le plus difficile à sécuriser, puisqu'il y a des fois un tel antagonisme entre les clubs qui se répercute sur les groupes de supporters, et on peut avoir des affrontements entre les groupes de supporters. Donc le plus difficile pour nous, c'est d'éviter les croisements de flux, ce qu'on appelle. Il ne faut pas que les groupes se croisent. Voilà. C'est vraiment les supporters des différentes équipes. Les supporters des différentes équipes ne doivent pas se croiser. C'est vraiment le point sensible pour nous. C'est notre marotte. Il faut éviter qu'ils se croisent. C'est vraiment grâce à toi, on répond sur Instagram à la personne qui nous a posé. Là, on a aussi une question et ça nous fait la transition parce que tu parlais des supporters et donc les fan walks que tu avais pu organiser. Cette année, donc pour l'Euro, il y a eu beaucoup moins de supporters pour des raisons de Covid. Et donc la question, c'est
pourquoi il y a des stades qui étaient remplis et d'autres non? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez fait aussi ce lien avec les supporters sur les questions du Covid, avec les différents pays que vous avez Alors, été? la gestion du Covid dans le cadre de cet euro a évidemment été un casse-tête et un réel défi. Alors, évidemment, c'est l'UEFA déjà qui organisait la compétition, avait déterminé un certain nombre de villes et avait imposé aux villes qui recevaient des matchs d'être en capacité d'accueillir du public, même à jauge réduite, mais d'être en capacité Donc, d'accueillir il du n'y a jamais public. eu un stade complètement vide. Voilà. Les villes qui ont décidé ou qui ont indiqué qu'elles ne seraient pas en capacité de le faire ont été retirées de la liste des villes accueillantes. Ça a été le cas de Dublin et de Bilbao, qui étaient à la base des villes qui devaient accueillir des matchs, et qui finalement, les matchs qui étaient prévus dans ces villes ont été reportés sur d'autres villes. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, ça a été dépendant des autorités locales. C'était vraiment chaque pays qui a déterminé la jauge de supporters qu'elle estimait acceptable dans ces stades au regard de la situation sanitaire de son pays. C'est pour ça que, par exemple, en Allemagne, on avait des jauges à 25%, et qu'en Hongrie, on a eu des jauges à 100% de la capacité du stade. Les autorités allemandes ont estimé que la situation sanitaire en Allemagne ne permettait pas d'accueillir plus de public dans les stades. Les autorités hongroises ont estimé que la situation sanitaire en Hongrie était tout à fait maîtrisée, que la plupart de la population était vaccinée, etc. Et donc a estimé qu'ils pouvaient ouvrir les portes du stade à l'ensemble du public. Pour autant, tous les pays ont mis en place des mesures en termes de passe sanitaire, hein, c'est un peu le terme. C'était pas encore vraiment lancé, mais c'était pas vraiment lancé, mais c'était le principe, puisque ne pouvaient entrer dans le stade que des gens qui pouvaient justifier d'un test PCR de moins de 72 heures précédant la rencontre, et pour le public local, pour le public local d'une preuve de vaccination avec un parcours vaccinal complet, c'est-à-dire vaccination 2 doses plus 2 semaines. Mais ça ne concernait encore une fois que les publics locaux. Les Français qui se sont rendus à l'étranger ont dû justifier systématiquement d'un test PCR de moins de 72 heures. J'espère qu'on a répondu à vos deux questions dans le stream aussi. Ols 5454, je ne sais pas si tu veux préciser, parce que je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Voilà, si tu précises, on essaiera de te répondre. Moi, j'avais une question, et si vous en avez sur l'euro aussi, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez une proximité avec les équipes, avec les joueurs? Comment ça se passe? Ou alors, vous êtes quand même à distance d'eux? Alors, pour l'euro et pour cet euro, on n'avait absolument aucun contact avec les joueurs, puisque respect de la bulle sanitaire, les joueurs ne pouvaient être en contact avec personne, même pas leur famille. Oui, oui, c'est vrai, on a vu ça, j'ai vu ça à la télé. Donc, évidemment, nous n'avions aucun contact avec les joueurs. Il était hors de question de les approcher pour ne pas aller percer la bulle sanitaire. Par contre, nous sommes en lien constant dans ces cas-là avec l'officier de sécurité et tout le dispositif de sécurité autour de l'équipe de France. Nous sommes en charge de la sécurité des supporters. Il y a un dispositif spécifique en charge de la sécurité de l'équipe de France, mais de policiers également. Hein. Donc nous sommes en contact avec eux pour pouvoir anticiper, savoir où sont les lieux de résidence de l'équipe, les lieux d'entraînement, puisque les supporters vont se déplacer sur ces sites-là, et il va y avoir des gros regroupements de supporters sur ces sites-là. Donc nous devons connaître ces lieux de rassemblement, et donc nous sommes en relation permanente avec la sécurité de l'équipe de France pour anticiper ces éventuels rassemblements. Mais non, nous n'avons pas de contact avec les joueurs. Peut-être la prochaine fois, il y aura plus de Covid, et voilà. Espérons on rêve tous, je pense, d'aller voir un peu nos idoles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le stream. On reste encore un petit moment ensemble, mais dans un moment, on se quittera. Donc voilà, si vous avez des questions sur tous ces sujets, le hooliganisme, la violence et la prévention surtout de la violence en milieu sportif, les grands événements sportifs, les JO 2024, on n'en a pas beaucoup parlé. On en est au tout début de l'organisation des JO en matière de sécurité. Il y a plusieurs entités qui traitent de ces questions. Il y a un préfet qui est nommé pour la sécurité des JO qui commence à travailler sur l'ensemble du champ. On répertorie par exemple toutes les villes qui vont accueillir, toutes les villes hôtes, comme on dit, qui vont aussi héberger les délégations. Je crois qu'il y a 28 sports plus 4 nouveaux sports, donc ça fait quand même 32 sports avec à chaque fois différents types de compétitions. Donc voilà, ça va vraiment nous occuper sur la sécurité et ce sera un bon moment à vivre tous ensemble. Mais je crois qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche, même si on y travaille déjà.
Je sais qu'il y a aussi un gros enjeu sur la cybersécurité parce que, comme souvent maintenant, dès lors qu'il y a un événement, il y a aussi des attaques cyber. Donc voilà, on est un peu sur plusieurs champs d'action, le champ opérationnel, le champ du numérique et de la cyber aussi. Et je tiens à saluer s'il y en a qui sont présents, tous ceux qui travaillent sur ces thématiques de préparation pour ce grand événement qu'on a hâte de vivre. Des supporters infectés par le variant Delta, lors du Danemark-Belgique, les risques de cluster sont évalués. Comment en prévention police? Alors là, je pense que ça dépasse, je veux pas dire que ça dépasse tes compétences, mais on est plutôt sur le champ de la prévention santé. Les clusters, oui, je sais que c'est une attention particulière qui a été portée sur ces questions, sur le variant Delta aussi. Après, voilà, il y a des systèmes de passes sanitaires qui ont été mis en place avec des tests PCR avant de partir et donc d'arriver dans le pays, au retour pour les Français aussi. Donc je pense que cette question est vraiment prise en compte. Mais là où tu as raison et où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il faut vraiment peser les risques et mettre tout cela sous surveillance dès lors qu'il y a des passages frontières. Donc voilà, on n'est pas très précis parce que ça sort un peu de notre champ de compétences, mais je pense que tu as raison sur l'attention qu'il faut porter à tout cela. Néanmoins, dès qu'un cluster ou des cas de Covid étaient repérés dans les stades après les matchs ou avant les matchs. Alors avant les matchs, évidemment, les personnes étaient mises en quarantaine et écartées. Après les matchs, si tant est que des cas aient été repérés, la consigne et les règles étaient de faire du tracing pour essayer de retrouver l'ensemble des supporters qui pouvaient être installés à proximité de ces personnes, de manière à les contacter et à les alerter pour qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires. Donc, c'était les dispositions qui étaient prises pour l'ensemble des pays qui étaient partie prenante dans cet événement. Donc si des cas ont été détectés lors de Danemark-Belgique, je ne doute pas que les autorités danoises et belges ont fait le nécessaire pour essayer de faire ce tracing auprès de leurs supporters. Complètement d'accord. Une question encore, est-ce qu'on intervient au niveau des écoles ou des clubs sportifs pour parler de tous ces sujets, faire de la prévention, de l'information? Alors peut-être pas ton unité, mais est-ce qu'on a des policiers ou des gendarmes dans ce champ d'action-là qui travaillent sur ces sujets? Alors il y a effectivement au niveau local, au niveau territorial des interventions, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les clubs, en lien avec les préfectures et en lien avec les ligues sportives locales ou les districts. Nous, à notre niveau division nationale, nous penchons fermement sur ce sujet des violences autour du sport amateur et nous allons essayer de développer justement tout un dispositif localement. On va essayer d'aller à la rencontre des autorités locales de manière à les inciter à développer encore, ce qui est déjà fait, mais à développer encore ce travail de prévention, parce que je pense que si on veut améliorer les comportements dans les stades, ça passe aussi par la prévention au niveau des plus jeunes. Donc c'est un sujet tout à fait pertinent. Après, sur ces sujets, comme souvent, le ministère de l'Éducation nationale est quand même très à la manœuvre. Les professeurs, et ils ont aussi l'habitude de parler de ces sujets avec les élèves et ils savent où trouver les ressources. Normalement, voilà, il y a dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, il y a des policiers un peu référents scolaires qui peuvent donner des informations ou être présents dans des actions de sensibilisation aussi. Et je crois, si je ne me trompe pas, que le ministère des Sports est très proche du ministère de l'Éducation nationale. Donc, je ne doute pas qu'il y ait aussi un petit réseau qui soit en train de se mettre en place sur ces sujets. Mais la question est bonne. Et oui, comme souvent, alors on appelle ça police de proximité. Oui, les noms changent, mais c'est toujours ça. Nous, notre objectif, c'est toujours d'être là où les gens ont besoin de nous, en fait, et d'être proche des gens. Alors, on appelle ça îlotage, police de proximité, police du quotidien. Ça a plein de noms, mais c'est la même chose. C'est être là où on a besoin de nous, et la prévention en fait clairement partie. Donc, bonne question, et merci pour vos commentaires dans le stream. On a un spécialiste qui nous évoque une unité dont on n'a pas parlé, effectivement, l'unité de coordination des grands événements. Donc, je pense que tu es soit policier, soit gendarme et que tu connais bien cette unité. En fait, pour tout dire, on a fait le choix quand on a préparé ce stream de ne pas vous accabler d'acronymes et de terminologie complexes, mais il y a différents partenaires. Cette unité que tu évoques, l'unité de coordination des grands événements, effectivement, est une petite unité, mais très forte et très dynamique. On la connaît bien, on travaille bien avec eux et très performante. Et ils travaillent sur des grands événements, pour le coup, pas seulement sportifs. Et il faut leur rendre hommage. Et donc, je pense soit que tu en fais partie, soit que tu la connais. Et c'est une bonne chose que tu en aies parlé. On a tout un tas comme ça d'unités, soit dans le champ de compétences police-gendarmerie, soit ministérielles, soit interministérielles même, qui agissent
Donc, on a pris le parti de peut-être pas toutes les évoquer parce qu'elles sont finalement assez nombreuses, mais elles font du bon boulot. Le vaccin, Covid obligatoire, désolé, hein, on n'est pas dans notre champ de compétences, on peut pas te répondre. Moi, je peux te dire, je suis vaccinée et je ne regrette pas. Ça y est, j'ai eu mes 2 doses et je suis bien contente. Après, voilà, c'est un débat un peu plus général. Et voilà. Ah non, je suis pas ni policier ni gendarme. J'ai 12 ans, ouais, mon œil. Je crois pas. Je te crois pas une seconde. Mais c'est bien d'avoir essayé. Bah, je crois qu'on arrive finalement presque à la fin de ce stream. Je sais pas si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si tu as encore des choses que tu voulais évoquer avec notre public sur ton expérience de 7 €, sur la suite. Non, bah, sur la suite, là déjà, on va reprendre le Tu vas quotidien. partir en vacances, Je vais j'imagine. partir un petit peu en Tu les vacances. as mérités. On va reprendre notre quotidien local, hein, sur la Ligue 1, sur les autres sports, comme je l'ai indiqué, sur les compétitions européennes, avec toujours cette vision qui est et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la police de proximité, sur le lien police-population, c'est pour faire diminuer la violence autour des événements sportifs et notamment des matchs de foot. Ça passe par beaucoup de dialogue et de mettre tout le monde autour de la table. Et plus on ira vers cet objectif, plus on y parviendra. Donc c'est encore une fois l'objectif. Si la division, lorsqu'elle a été créée, avait pour mission de casser la dynamique de la violence qui était très forte à l'époque, elle a changé un peu de mode de fonctionnement et elle est plus tournée vers le dialogue et vers l'accompagnement des supporters. Et donc c'est important. Notre objectif, et on est tous d'accord, c'est que le foot, c'est quand même beaucoup plus beau quand il y a des spectateurs dans les stades. Le sport, en général, c'est beaucoup plus beau quand il y a des spectateurs dans les stades. On en a tous souffert pendant l'année qui vient de s'écouler. Et maintenant, on veut que ça se passe dans de bonnes conditions de sécurité, donc on doit tout mettre en œuvre. Et ça passe par du dialogue, mais je suis convaincu qu'on y arrivera. Et puis, on va très, très vite, parce que cet Euro a été tellement décalé, on va très, très vite arriver à la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar. Donc on va et on te réinvitera sur la chaîne Twitch. Repartir en mission pour la Coupe du Monde 2022. On est déjà, voilà, il y a une question sur le live qui en parle. On est déjà en préparation de cet événement puisqu'on est déjà en contact avec les autorités qataries pour leur faire part de notre expérience, puisque la France a organisé l'Euro 2016, donc il n'y a pas si longtemps, donc on a une grosse expérience en matière d'organisation d'événements sportifs en France. Donc on partage notre expérience avec eux. Donc c'est un événement très important. Et puis Camille, tu parlais des JO et de la Coupe du Monde de rugby 2023, toutes ces entités qui travaillent à l'organisation des grands événements, que ce soit l'unité de coordination des grands événements, la Commission nationale des Jeux Olympiques et toutes ces délégations interministérielles dédiées à l'organisation de ces événements, on est déjà tous en ordre de marche et on est déjà tous autour de la table sur des thématiques bien précises, la division nationale de lutte contre le hooliganisme également, en cours de préparation de ces événements majeurs qui vont se dérouler en France et afin que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, on sent ta détermination, ton envie que les nouvelles rencontres sportives débutent, donc c'est super. Sachez que voilà, au ministère de l'Intérieur, vous avez un grand spécialiste et son équipe qui travaille sur toutes ces questions-là. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur ce stream ou sur Instagram, porte-parole Amy. Et de toute manière, on continuera à faire des directs, des lives. Donc voilà, merci encore à toi Thibaut. Désolé que tu ne sois plus en Russie et voilà, que lundi soir ce soit terminé ainsi. Mais en tout cas, on te réinvitera avec grand plaisir parce que ce sujet est passionnant et vous avez été très intéressés et nombreux à poser des questions. Donc on s'en réjouit. On se retrouvera la semaine prochaine, le jeudi, pour un prochain stream. Je pense qu'on parlera, je le dis pas trop fort, des espions. On parlera des services de renseignement. Donc voilà, je ne sais pas encore l'heure, mais on vous la communiquera sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore à toi Thibaut, bonnes vacances et bon courage pour la suite. Merci Camille, au revoir à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.